Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEB 106. Donc on vous parle d'un circuit du second ordre dont une tension correspond à l'enregistrement de la figure 2, donc enregistrement qu'on voit en dessous. Et donc on vous demande de déterminer du sur dt, du sur u0 sur dt, etc. etc. Par lecture graphique. Alors il y a des choses qui vont être simples, des choses qui vont être plus compliquées. On va essayer de jongler un peu avec les deux. L'idée ça va être d'exploiter le plus possible ce qu'on peut trouver sur ce graphique. Alors, la première chose qui va être extrêmement simple à trouver, c'est U de 0, puisque manifestement, d'après le graphique, je vais écrire directement rouge, voilà, U de 0, c'est égal à 0. Ça, c'est la partie simple. Alors, je vais peut-être pas le faire dans l'ordre. Je vais essayer de regarder un peu les diverses choses et faire les choses simples d'abord et ensuite m'attaquer aux choses compliquées. Alors, ce qu'on constate, c'est que, alors, on vous demande dans cette question-là la valeur du second membre de l'équation différentielle. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais tout simplement trouver l'asymptote. Donc, mon asymptote, en fait, elle est ici, et donc, sauf cas bizarre, on se rend compte que l'asymptote est manifestement autour de 0. Donc, ça signifie que ma fonction tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini, ce qui signifie, en fait, probablement que mon second membre, eh bien, en fait, est nul. Mon second membre est égal à 0. Tout simplement parce que si mon second membre était constant mais non nul, en fait, mes solutions, enfin la tension, tendrait vers une constante non nulle quand t tend vers plus l'infini. Donc mon second membre est probablement égal à 0. Donc je sais que je n'ai pas les questions dans l'ordre, mais je fais les choses simples d'abord. Ensuite, un truc qui va être relativement simple, c'est l'évaluation de la pseudo-période. Alors pour faire l'évaluation de la pseudo-période, cette fois je vais prendre des curseurs, on va dire, verticaux. Voilà, je vais en mettre un sur ce en 0, ici. Éviter les maximums de manière générale, parce que les maximums ne sont pas exactement séparés d'une pseudo-période, même si on va faire cette approximation assez régulièrement. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Et je vais prendre par exemple. Alors, faut faire attention, il faut prendre des zéros par contre qui ont le même signe de dérivée. Donc, je vais plutôt faire quelque chose comme ça. Là, voilà. Et je vais essayer de lire les choses. Alors, je vais peut-être reprendre mon asymptote aussi, ce serait peut-être pas mal. Je vais peut-être la garder. Voilà. Hop, je vais la mettre là. Tic, tic, tic. Voilà. Voilà mon asymptote. Et donc, ce sera plus facile pour trouver les intersections entre l'asymptote et ça si j'ai l'asymptote. Donc, en gros, ma fonction, voilà, mon curseur, il est à peu près ici. Et là, ce dont je me rends compte, c'est que dans cet intervalle-là, eh bien, en fait, de là jusque là, pardon, de là jusque là, voilà, ici, j'ai, si je fais ça, c'est mieux. Bon, je vais en refaire, pas compliqué. Hop là, entre ces deux curseurs-là, donc, ici, j'ai manifestement 2t. Deux fois la pseudo-période, tout simplement, parce qu'une pseudo-période, c'est jusque là. Et là, j'ai 2t. Alors, en fait, je peux essayer de voir ce qui se passerait à 3t ou à 4t. On a une courbe très très bien définie. Donc, si on a envie, on peut faire mieux que ça. On peut aller chercher ici, par exemple, là. Ou on peut aller chercher ici, si on a envie, pour avoir plus de précision. Ça pourrait être pas mal d'aller chercher, par exemple, 4t. Donc, si je me mets ici, et bien en fait, j'ai tout simplement là, non plus 2t, mais 4t. Voilà. Alors, je vais faire ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus précis. Il faut faire extrêmement attention à un certain nombre de choses. Ici, la courbe est croissante. Ici, la courbe est croissante. Donc, il faut vraiment prendre des zéros avec la même croissance. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4 pseudo-périodes dans cette histoire. Alors, là, je vais l'écrire. Hein. J'ai manifestement 4t qui est égal à 3,6. 3,6 millisecondes. Donc, en fait, je vais pouvoir écrire directement la valeur de t là-bas. La pseudo-période grand T vaut à peu près 0,9 millisecondes. Bon, divisé par 4, sans problème. Donc voilà pour la pseudo-période. Et ensuite, là, on va commencer à avoir des choses qui vont être plus compliquées. Donc on est parti. Là maintenant, on commence les choses dures et là je vais les faire dans l'ordre. Alors première chose, la valeur de du sur dt. Alors la valeur de du sur dt, en fait, c'est pas vraiment que c'est difficile, mais par contre, il est presque sûr que ça va être quelque chose de pas évident à déterminer proprement. Donc l'idée c'est simple, c'est qu'en fait il faut trouver la tangente ici à l'origine de ma courbe. Donc je vais pour l'instant tracer des choses d'un peu au pif. Excusez-moi, hop là. Je vais tracer quelque chose d'un peu au pif pour l'instant et puis je vais essayer d'ajuster.
Donc en gros, je vais d'abord déplacer mon centre là. Voilà, bien en zéro. Et puis après, je vais essayer d'ajuster ça, comme ça. Donc la tangente, je sais pas, ça doit être là. Et après, je vais essayer tout simplement de lire l'intersection ici, entre finalement c'est par exemple 20 là. Voilà, ça a l'air plutôt simple. Et l'axe des abscisses, c'est ça qui va être très... Alors, cette détermination-là est entachée d'erreurs de façon évidente. Hein, c'est dur à faire, surtout avec l'échelle graphique qu'on a ici. On n'a pas beaucoup de choix. Donc, c'est là. Donc, j'en sais rien, c'est pas très très clair. Ça va être horrible. Donc, visiblement, on monte de 20 millivolts en 0,1 microsecondes. Donc, en fait, ce que je vais écrire ici, c'est que d2u sur dt en 0, et ben en fait, c'est à peu près égal à 20 millivolts divisé par 0,1 millisecondes à la louche. Hein, d'accord. Peut-être avec une règle, on peut faire un peu mieux, mais pas de façon transcendante. Donc en gros, on se retrouve avec 200 volts par seconde si on convertit ça en unité standard. Donc en gros, ça, je vais pouvoir l'écrire ici. Je suis désolé, c'est pas. Je vais mettre en rouge. C'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas très grave. D2U sur dt en 0, c'est à peu près égal à 200 volts par seconde. Voilà, bon, pour ce que ça vaut. Ça, c'est probablement la détermination la plus moche, en fait, hein, celle qui est le plus entachée d'erreur. Alors, je vais quand même cocher ce qu'on a fait. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il nous reste effectivement les deux dernières questions à faire, à savoir le facteur de qualité et ensuite oméga 0. Alors, pour trouver le facteur de qualité, en fait, on va supposer que ce facteur de qualité est suffisamment élevé pour pouvoir avoir une formule simple du décrément logarithmique, et on va donc déterminer le décrément logarithmique. Alors pour déterminer le décrément logarithmique, voilà ce que je vais faire. Je vais d'abord prendre la valeur de ce pic-là, voilà, celui-là, et ensuite je vais prendre la valeur du suivant, voilà, celui-là. Donc je vais bien le mettre ici, voilà, et je vais essayer de lire un peu les choses. Alors c'est pareil, c'est pas extrêmement précis. L'idée, j'ai l'impression que là, je suis plutôt à, allez, 13 millivolts. Et ici, c'est pas évident, allez, 24 millivolts. Alors en fait, ici, c'est donc la hauteur entre l'asymptote, ce que j'ai écrit là, c'est la hauteur entre l'asymptote et la valeur de mon signal. Ok. Et donc en fait, le décrément logarithmique delta, dans cette histoire-là, par définition, c'est égal au logarithme népérien de 24 sur 13. Donc de ce qu'on a lu ici divisé par ça. Donc ça se calcule, hein, il suffit de prendre une calculatrice, hein, donc voilà, 24 sur 13. Et donc on trouve quelque chose comme 0,613, voilà, égal 0,613 à peu de choses près. Alors, en fait, il s'avère que le décrément logarithmique, si Q est assez grand, en fait, alors je vais quand même rappeler un peu les bases. Si Q est assez grand, eh bien en fait, on peut assimiler oméga à peu près à oméga 0. Et l'idée, alors on va peut-être refaire la démonstration pour voir les choses. Alors en fait, moi je vais refaire la démonstration, comme ça ce sera peut-être un peu plus pratique. Alors, ce que je sais, c'est que dans ce cas-là, ma solution U, c'est juste histoire de retrouver un peu comment ça se passe, c'est une formule qu'on utilise relativement rarement, donc on va la refaire. Donc U c'est égal à moins oméga 0 sur 2Q fois T multiplié par quelque chose qui est en fait T périodique. Donc en gros, si on prend la valeur de U et la valeur de U une période plus tard, une pseudo-période plus tard, ce terme-là va valoir la même chose. Et en fait, ici, on va simplement avoir un T plus grand T. Et donc en fait, delta, ça va être égal au logarithme népérien de exponentielle de oméga 0 grand T sur 2Q. Je fais ça relativement vite, vous devez voir la démonstration dans votre cours un peu plus détaillé, mais en gros ça va donner ça. Et donc ça vaut, ça c'est exact pour l'instant, oméga 0 t sur 2Q. Mais il s'avère en fait que si Q est assez grand, comme j'ai dit tout à l'heure, oméga est à peu près égal à oméga 0, ce qui fait que ça en fait, je vais pouvoir l'écrire de la façon suivante, ça c'est oméga 0
multiplié par multiplié par pi sur oméga q. Et si j'assimile oméga 0, et bien en fait delta c'est à peu près égal à pi sur q. Autrement dit en fait, je vais pouvoir trouver la valeur de q en disant tout simplement que c'est pi sur delta. Et en fait, donc là je vais faire le calcul à la calculatrice, donc là, je vais faire pi divisé par ce que j'ai trouvé juste avant. Et je trouve en fait 5,1 comme valeur de q. C'est une valeur approximative, bien entendu. Pardon, excusez-moi. Je vais effacer tout ça qui sert plus à rien. Voilà, ça c'était la démonstration. Et donc c'est une valeur assez approximative, mais par contre, si Q égale 5, c'est largement suffisant pour considérer que Q est grand, en tout cas pour qu'on puisse assimiler oméga et oméga 0. Donc en gros, on a un modèle qui décrit bien les choses. C'est pas une erreur de logique, c'est juste de dire, on suppose que un circuit à Q grand décrit bien ce circuit, ça a l'air de marcher. Et donc il n'y a pas de problème. On a donc une détermination de Q ici. Alors je rappelle quand même les choses suivantes, donc je vais déjà écrire Q égale à peu près 5,1. En fait, alors à partir de quand on peut considérer que Q est grand? Il faut en fait que 1 sur 4 Q2 soit négligeable devant 1. D'accord, je fais ce petit rappel quand même de cours. Q grand, ça c'est équivalent à dire que 1 sur 4 Q2 est très petit devant 1. Alors en fait, si Q égale 5, et bien en fait 1 sur 4 Q2 c'est égal à 1 centième. Et donc en fait, pour Q plus grand que 5, on est largement dans un cas de négligeabilité sans trop de difficultés, puisque 1 centième c'est relativement petit devant 1, donc c'est pas absurde de considérer qu'on a un Q grand à partir de 5, moi c'est le critère que je prends en général. Donc là 5,1 on n'est pas très loin, mais on est au-dessus de 5 sans trop de difficultés. Donc on va pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, la dernière question en fait est beaucoup plus simple. Parce qu'à partir du moment où on considère que Q est grand, eh bien on considère donc que oméga 0 c'est à peu près égal à oméga, et donc on va pouvoir directement écrire que oméga 0 c'est à peu près égal à oméga, et donc ça c'est égal à 2pi sur grand T, et grand T on l'a déjà déterminé. Et donc ça, il suffit de sortir sa calculatrice et de faire le calcul. Et pour pouvoir écrire les choses, donc oméga 0, ça va être égal à 2pi divisé par, j'ai dit quoi, 0,9, 10 puissance moins 3, parce que c'était en millisecondes si je ne me trompe pas. Voilà, et on trouve un oméga 0 qui vaut à peu près 7000 radians. Alors si on veut être un peu plus précis, on trouve 6980 radians par seconde. D'accord, sachant que ce 80 est quand même très sujet à défaut. Donc ça serait plutôt effectivement 7,0 radians par seconde si on veut conserver l'incertitude. Ici on a une incertitude entre 1 et 10%, on ne sait pas trop, mais c'est ça l'idée. Donc on a tout déterminé si je ne me trompe pas grâce à ce graphique. On se souvient quand même qu'on peut avoir tous ces renseignements sans avoir aucune idée du circuit, sans avoir aucune idée de l'équation différentielle, sans même donc la résoudre. Et là par contre on n'a pas grand chose en plus. On se souvient aussi par ailleurs que le plus moche dans cette histoire, en tout cas le plus entaché d'erreurs, c'est probablement la détermination de du sur dt, parce que la lecture d'une tangente est toujours quelque chose qui a énormément d'incertitude lorsqu'on traite sur un graphique. Alors ici c'est une courbe manifestement issue d'une simulation numérique, donc on a quelque chose de propre. Si on a quelque chose issu de données expérimentales, ça sera largement pire pour trouver une valeur correcte de la dérivée par lecture graphique. Voilà, sur ces commentaires, on a terminé cet exercice. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.